Altesse royale, Madame la députée, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du Parlement européen. Comme vous l'avez vu sur l'invitation pour cet événement organisé en coopération avec le Conseil national des femmes, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous un homme d'exception. Denis Mukwege, gynécologue congolais de 61 ans, est lauréat 2014 du prix Sakharov du Parlement européen. Il a été honoré pour avoir dédié sa vie à des milliers de victimes de gangs de violeurs et de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, Dr. Denis Mukwege. Lors de la cérémonie au Parlement européen, notre président Martin Schulz avait reconnu le caractère remarquable de votre travail de médecin et honoré vous qui se bat pour la dignité des femmes, la justice et la paix dans votre pays. Je le cite, « Il faut combattre l'impunité et juger les criminels responsables de viols de masse utilisés comme arme de guerre et de terreur contre des êtres humains fragiles et innocents », avait déclaré alors Martin Schulz. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit est décerné chaque année par le Parlement européen. Il a été créé en 1988 pour honorer des personnalités collectives ou individuelles qui s'efforcent de défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Aujourd'hui, comme les uns ou les autres parmi vous ont peut-être déjà entendu, le Parlement a décidé de remettre le prix 2016 aux porte-étendards de la communauté yazidi en Irak, Nadia Mourad et Lamia Haji Bahar, qui ont toutes deux survécu à l'esclavage sexuel auquel les avait soumises l'État islamique. Et vous verrez là le lien entre le lauréat de 2014 et les lauréats 2016. Par ailleurs, le prix Sakharov n'est qu'un parmi plusieurs que vous, Dr. Mukwege, avez reçu. Entre autres, vous êtes lauréat du prix des Nations Unies pour les droits humains, du prix Olof Palme, du prix africain de l'année, du prix international Roi Baudouin pour le développement, de la médaille d'officier de la Légion d'honneur du gouvernement français et du prix Hillary Clinton pour l'appui aux femmes dans la paix et la sécurité. Vous avez un diplôme de médecin général que vous avez fait au Burundi, une maîtrise et spécialisation en gynécologie en France. Enfin, l'année passée, vous avez accroché votre doctorat à l'Université libre de Bruxelles. En 1989, vous êtes retourné en République démocratique du Congo où vous fûtes gynécologue à un hôpital dans la province du Sud Kivu, avant d'y être chassé par la guerre de 1996. En 1999, vous fondez l'hôpital général de référence de Panzi, qui se situe dans votre ville natale de Bukavu et dont vous assumez le poste de médecin directeur. Depuis la création de l'hôpital de Panzi, vous travaillez et opérez des survivantes des violences sexuelles et autres femmes avec des problèmes gynécologiques sérieux. L'hôpital et la fondation Panzi que vous avez fondée sont reconnus comme pionniers dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et une plaidoirie pour les droits de la femme congolaise. Vous êtes marié, vous avez 5 enfants et vous venez de présenter votre autobiographie qui est désormais disponible aussi dans les libraires luxembourgeoises et aussi devant la salle. La grandeur de votre action, Dr. Mukwege, est reconnue au Grand-Duché. La salle comble en fait preuve. J'aimerais remercier
tous les interlocuteurs dans la politique et la société civile de ce pays qui vous ont reçu dans la journée. Cet accueil chaleureux est exemplifié par la Grande-Duchesse, qui n'a pas seulement vous reçu en audience cet après-midi, mais qui, par sa présence ce soir, démontre aussi sa forte association au dévouement de notre invité et de son entrée dans le continent au sud de l'Europe. Altesse royale, soyez la bienvenue et merci beaucoup pour vos efforts. Permettez-moi de saluer les députés présents, Madame Françoise Hertog-Gage de la Chambre des députés, ainsi que les deux députés européens, Georges Bach du Parti populaire européen et Charles Goerens des libéraux. Mesdames et messieurs, je nous souhaite, et j'en suis sûr que nous allons l'avoir, une conférence intéressante et je donne la parole au journaliste Guy Weber qui va animer le débat avec Dennis Mukwege et Charles Goerens. Bonsoir. Donc j'ai le plaisir d'animer ce débat ce soir. Bienvenue à Luxembourg. Docteur, avant de nous pencher sur votre vie, votre œuvre et le combat des femmes du Congo, j'aimerais bien évoquer avec vous les conséquences du prix Sakharov qui vous a été décerné il y a 2 ans. En quoi est-ce que ce prix a changé votre vie quotidienne? Merci. Merci. Mais avant toute chose, je voulais présenter d'abord mes respects et l'honneur à l'Altesse royale d'être présente ce soir. Pour nous, c'est une traduction profonde de son engagement à côté des femmes en général, mais les femmes africaines et congolaises en particulier. Nous sommes très touchés et c'est très émouvant que vous soyez là, malgré vos grandes préoccupations, mais vous faites de cette préoccupation la vôtre. L'émotion est forte et nous voulons exprimer toute notre gratitude. Mesdames, Messieurs les honorables députés, votre présence ici ce soir nous rassure. À vous tous, je voulais dire, refusez l'indifférence, refusez l'injustice, ici ou ailleurs, comme dirait Martin Luther King. C'est ça donner un sens à notre humanité commune. Et je voulais du fond de mon cœur vous remercier, puisque votre présence nombreuse aujourd'hui me dit tout simplement, nous sommes en train de constituer en boule de neige un groupe qui peut amener à ce que notre monde comprenne que la souffrance que les femmes connaissent lors des conflits, ce n'est pas une souffrance acceptable. Aujourd'hui, je me sens confiant et je sais que vous m'accompagnez. Merci beaucoup. En ce qui concerne le prix Sakharov, je dois dire que ce prix a changé beaucoup dans ma vie. D'abord, ce prix a permis de mettre cette question de violence sexuelle à un niveau très élevé de l'agenda de la communauté internationale. Si je compare il y a 10 ans, parler de cette question, parfois j'ai retourné dans ma chambre d'hôtel après la conférence, presque en larmes,
parce que j'avais l'impression que j'étais devant une audience qui ne comprenait pas la souffrance des femmes en conflit que j'étais en train d'expliquer. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette audience, je sens tout à fait autre chose. Et ça, c'est une des conséquences. Je le vois ici, mais c'est une conséquence de ces prix qui a amené à beaucoup de personnes de se poser des questions par rapport à cette violence qui est utilisée comme arme de guerre dans les conflits. Mais de l'autre côté, c'est un prix qui a dérangé beaucoup ceux-là qui commettent ces viols et ces violences, à tel point qu'à mon retour, tous les comptes de l'hôpital étaient fermés, donc je ne savais plus nourrir les malades, je ne savais plus acheter les médicaments pour les malades. Heureusement que le Parlement européen, spécialement le président du Parlement, M. Schulz, m'a accompagné. Et même si l'argent qui a été pris dans le compte n'a pas été remis, mais au moins, on pouvait encore réouvrir un compte vide et recommencer à zéro. Et donc, nous poursuivons notre travail. Mais lors de la remise du prix Sakharov, justement, en automne 2014, vous avez décrit votre pays comme un pays malade. Est-ce que votre pays natal est aujourd'hui en voie de guérison? Il est même aujourd'hui très malade, puisque je crois que quand j'avais décrit toute la situation de mon pays à cette époque-là, on ne pouvait pas s'imaginer que, en fait, les garants de la Constitution puissent refuser de faire les élections en 2016, alors que la Constitution prévoit que le président peut avoir un mandat une seule fois renouvelable de 5 ans, donc un total de 10 ans. Et le 19 décembre, nous allons vers une situation où toutes les institutions seront dans l'illégalité et même dans l'illégitimité. Et ça, c'est une situation qui nous fait très peur, puisque nous craignons que ça puisse encore être une source de conflits. Et quand il y a des conflits, malheureusement, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent. Monsieur Goerens, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la situation au Congo, en tant que député européen? Enfin, tout ce que je sais sur le Congo, je le dois à 2 personnes, au docteur Mukwege et au président de l'Assemblée des ACP, UE, Louis Michel, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères. C'est le pays le plus riche du monde, disait le docteur Mukwege devant le Parlement européen, au moment de la remise du prix Sakharov à sa personnalité. Un pays très riche, avec beaucoup de misère, beaucoup de pauvres. Moi, il y a des choses qui me choquent, bien entendu, c'est l'absence d'assomption des pouvoirs régaliens par le pouvoir central, qui ne contrôle qu'une partie du Congo. Il y a une partie qui est complètement délaissée à elle-même, où règne la terreur, où règne l'anarchie, où règne la barbarie, où sont commis les pires crimes que l'on peut s'imaginer. Et d'un autre côté, il y a des pionniers qui essaient de remplir ce vide laissé par l'État qui est absent. Alors, ce cri d'alarme lancé par le docteur Mukwege a réveillé le Parlement européen, qui était bien entendu conscient qu'il y avait des problèmes au Congo, mais depuis son passage, qui était une série d'applaudissements interrompus par quelques phrases qu'il a pu placer entre 2 applaudissements frénétiques et soutenus, nous ne cessons de multiplier les appels aux Nations Unies, au Congo, les appels au soutien des forces responsables qui vivent au Congo, et nous ne cessons d'essayer de faire bouger les lignes. Voilà. On ne part pas les mains vides. Le Parlement européen, l'Union européenne a un budget à sa disposition. L'argent ne peut pas tout, mais sans l'argent, on ne fait rien. Donc on a un pouvoir de contrôle, un pouvoir d'impulsion politique, et je crois que le Parlement européen peut mettre à son actif d'avoir au moins essayé à faire bouger les lignes. Mais nous sommes loin du compte, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je crois d'ailleurs que dans l'immédiat, nous devrons refaire une nouvelle résolution pour
faire en sorte que là où l'État n'existe pas, que là où les faibles ne sont pas protégés, il y ait des gens, s'ils ne sont pas congolais, il faut qu'ils viennent d'ailleurs pour prendre le relais. Docteur, est-ce que vous avez l'impression qu'à la suite de la remise du prix Sakharov, votre combat est plus respecté dans votre pays natal? Je crois que ce qui se passe en République démocratique du Congo, comme vient de le dire les députés, c'est que l'information ne circule pas. Par exemple, quand j'avais le prix Sakharov, qui est un prix qui a été donné par tous les parlementaires européens, je crois que c'était un signal très fort par rapport aux violences sexuelles. Mais ce prix n'a pas été repris par les médias officiels ou vraiment superficiellement. Donc, beaucoup de gens, si vous posez la question au Congo, peut-être beaucoup de gens ne savent pas que ce prix existe. Donc, à partir du moment où les médias sont pris en otage par le pouvoir, il est très très difficile de faire passer un combat puisque finalement les gens ils ne sont pas informés. Et je crois qu'en dehors de l'information, les médias pris en otage, il y a un gros problème d'éducation. Et lorsque vous donnez une éducation de très mauvaise qualité et que les gens ne sont pas informés, j'habite dans une ville d'à peu près 1 million d'habitants, il n'y a pas un quotidien. Donc, le matin, vous ne pouvez pas vous réveiller et savoir qu'est-ce qui se passe dans votre pays. Le résultat, c'est que vous vivez dans une ignorance. Mauvaise éducation, absence d'information, ça aboutit à l'ignorance. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est par la diaspora beaucoup plus que la population au Congo essaie d'être informée par rapport à ce qui se passe et par rapport à ces combats. Mais parlons justement des médias, puisque vous évoquez maintenant la non-existence des médias au Congo, mais le conflit au Congo ne fait pas la une des quotidiens internationaux non plus. Alors, c'est difficile à suivre la situation en dehors du Congo. Alors, résumez-nous un peu la situation. Qui combat qui se bat contre qui et pourquoi et pour quelles raisons? Si ce conflit a duré longtemps, effectivement, c'est cette complexité où d'abord les médias sont muselés à l'intérieur et puis le manque d'intérêt des médias internationaux par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. En bref, je dois dire que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre ethnique ou tribale. Ce n'est pas une guerre entre des religieux, des fanatiques religieux qui se battent. Ce n'est pas une guerre officiellement entre les États aujourd'hui. Les États s'étaient battus, mais aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre les États. En fait, la question serait, c'est quel type de guerre? Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre pour le contrôle de ces ressources qui viennent d'être décrites et qui sont aujourd'hui dans le contrôle des bandes armées ou des personnes qui ont la responsabilité de protéger la population, mais qui travaillent beaucoup plus pour gagner dans ces mines. Et comme vous pouvez le savoir, le Congo a la plus grande réserve mondiale du coltan, 80% du coltan mondial. Qu'on retrouve dans les portables, qu'on retrouve dans les voitures électriques. Voilà, exactement. Qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les gadgets électroniques, téléphones, laptops, etc. 80%. Mais à cet endroit-là où ce coltan est extrait, la population vit avec moins de $1 par jour. C'est quand même affligeant. Et non seulement la population vit dans cette pauvreté, mais lorsque vous allez chercher dans le budget de l'État, vous ne trouverez pas cette manne dans le budget de l'État. Ça veut dire en d'autres termes que c'est de contrebande qui agissent dans ces territoires et qui exportent illégalement ces minéraux, mais en fait, malheureusement, en faisant un combat qui s'est fait sur la terreur, en utilisant le viol comme une arme de guerre, une arme pour terroriser la population, obliger la population de quitter leur village.
On va revenir sur les détails en fait de votre combat contre les violences sexuelles. Mais Monsieur Goerens, en fait, qu'est-ce que l'Europe pourrait apporter au Congo? Quels seraient les moyens tangibles pour faire avancer les choses? L'Europe n'est pas inactive et la réponse européenne est multiple. Il y a d'abord l'Union européenne qui, à travers le Fonds européen de développement, consacre non moins de 600 millions d'euros sur une période de 7 ans au financement des activités au Congo, qui privilégie la promotion de la bonne gouvernance. C'est essentiel dans un État où les pouvoirs régaliens ne sont pas assumés par le pouvoir central. Donc il faut par tous les moyens essayer d'améliorer la situation. À cela s'ajoutent des contributions des États membres qui, à titre individuel ou en partenariat avec la Commission, se joignent dans ce qu'il est convenu d'appeler la programmation jointe pour faire des projets dans le domaine de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines les plus divers. Donc tout ce qui est susceptible de constituer une réponse à la lutte contre la pauvreté extrême et aux moyens de la surmonter de façon pérenne. Ajoutons aussi, et je crois que c'est absolument essentiel, l'engagement sans limite des organisations non gouvernementales. Alors les gens les plus formidables, on les trouve dans le monde associatif. Ils sont présents surtout là et avant tout là où l'État est absent. Alors ce qu'on peut faire, c'est, au-delà de ce que je viens de dire, encourager les Nations Unies à rester présents dans la partie est, notamment du Congo, mais pas seulement dans cette partie, mais partout où l'État n'est pas à même d'assurer une présence digne de ce nom, pour mettre fin à ces conflits qui ne sont pas des conflits principalement internationaux, mais c'est avant tout des conflits intranationaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus, je dirais, davantage? Alors nous ne cessons de suivre tout ce qui se fait à ces divers niveaux. On essaie d'être cohérent dans la démarche, néanmoins ça ne suffit pas. J'irai jusqu'à dire qu'on peut tout faire sauf une chose. On ne peut pas se substituer à la responsabilité des Congolais. Et je crois que le Dr Mukwege ne s'inscrit pas en faux quand j'affirme cela. On peut faire des choses, on peut accompagner les Congolais à condition de le vouloir. Donc ce qu'on peut reprocher aux dirigeants du Congo et à ceux qui soutiennent un pouvoir absolument corrompu, pour qualifier on ne trouve pas de mots, c'est souhaiter qu'il y ait plus de Mukwege ou des gens qui s'inspirent de son attitude pour faire bouger les lignes. En fait, vous vivez dans un pays secoué par des conflits, vous êtes vous-même toujours, disons, la cible de menaces physiques, vous avez même survécu une attaque, une agression violente en octobre 2012. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce stress permanent dans votre vie quotidienne? Effectivement, c'est une partie de ma vie. Je crois que j'étais arrivé après avoir subi beaucoup de menaces, quand il y a eu l'attentat, non seulement qui a emporté un de mes collaborateurs, mais mes filles étaient prises en otage par ces agresseurs, et c'était un traumatisme très profond pour toute la famille. J'avais pris la décision de quitter le pays, puisque j'avais senti que ce n'était plus supportable. Après un long combat, ça il faut le dire aussi, après un long combat déjà. Hein. Absolument, donc c'était en 2012, donc c'était plus de 10 ans de combat, et aboutir à cette situation moi-même, dans ma maison, je crois que c'était hors de tout ce que je pouvais imaginer. Et là, je décide de quitter le Congo. Je me sens vraiment que j'ai une bonne conscience de ne plus continuer. Et je suis passé un peu en Europe avant de m'installer aux États-Unis, à Boston. Mais quelques semaines après, je reçois la première lettre que je considère comme une lettre. C'est un coup d'émotion, c'est tout à fait normal. Les femmes qui me disent, qui écrivent au président de la République pour exiger à ce que non seulement qu'il puisse me rapatrier, mais qu'il puisse également me sécuriser. Effectivement, il n'y avait pas de réponse. Elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies en me réservant des copies. Il n'y avait pas de réponse.
Et la troisième demande, c'était plutôt l'annonce que désormais, nous, les femmes d'une petite île, Idji, nous commençons à collecter et vendre les fruits et légumes pour payer un billet d'avion pour que le docteur Mukwege puisse revenir à Panzi. Bon, j'ai dit, ce sont des femmes qui vivent avec $1 par jour. Je crois que ça, c'est une façon de dire, mais bon, ben. Mais quand elles sont venues pour la deuxième fois, donc elles avaient décidé de les faire tous les vendredis. Et quand elles sont venues pour le deuxième vendredi, avec $50, j'avais compris qu'il ne faudrait pas que j'attende qu'elles aient un billet d'avion, je serais très malheureux. Et donc, ça m'avait tellement touché ces gestes que j'ai été voir mon épouse, j'ai discuté avec elle, et ensemble, en larmes, nous avons pris la décision de retourner au Congo. Et je voulais vous dire, vraiment, je suis très, très reconnaissant, parce que quand je compare la souffrance de ces femmes et la force qu'elles ont après, non seulement pour elles-mêmes, mais pour les autres, capables de combattre pour mes droits, alors que je me considérais être fort, c'est moi qui les aidais, mais là, j'étais à genoux, et ce sont ces femmes qui m'ont relevé. Je crois qu'elles ont une résilience et une force que je me sens tellement petit, et mon seul choix, c'était prendre le premier avion et les rejoindre. Et vous n'avez jamais perdu espoir? Je crois que quand je le vois en action, je me dis l'avenir du Congo est dans ces femmes, et je crois qu'il faut se mettre du côté des gagnants. Et c'est elles qui sont gagnantes, qui seront gagnantes. On vous appelle l'homme qui répare les femmes. Mais quel était en fait le moment clé dans votre vie qui vous a incité à mener, à consacrer votre vie à lutter contre la violence exercée contre les femmes? La violence qui est exercée contre les femmes, c'est une violence malheureusement qui est ancrée dans notre société en temps de paix. Et parmi ces violences, c'est voir les femmes qui meurent en accouchant. C'est elles qui donnent la vie, mais elles perdent leur vie en donnant la vie aux autres. Je crois que, alors que dans ma pensée, je voulais être pédiatre, c'était ça qui était vraiment ma vocation. Mais quand j'arrive dans un hôpital à Lemera pour la première fois, et que dans une journée, je vois 2 femmes décédées, tout simplement puisqu'on ne pouvait pas faire ce qu'il fallait faire, une césarienne, je crois que là, je m'étais dit, je peux faire autre chose. Je décide de faire l'obstétrique pour lutter contre la mortalité maternelle. Et là, je crois que je suis sur le bon chemin, jusqu'au jour où l'hôpital va être détruit. Mes malades ont été massacrés dans leur lit, et le personnel qui était ces jours-là à l'hôpital, malheureusement, avait été également tué. C'était un choc, ça m'a pris 2 ans avant que je me relève. Mais quand j'arrive à Bukavu, après ces drames, qui jusqu'à aujourd'hui restent impunis, malheureusement, je me rends compte que même en ville, il y a ces grands problèmes où les femmes meurent en donnant leur propre vie. Et là, je décide de commencer juste une petite clinique, que j'ai commencé d'ailleurs dans une maison d'habitation. Mais je savais qu'avec la possibilité de faire les accouchements, avec la possibilité de faire une césarienne, et je n'avais pas besoin de beaucoup de choses pour faire une césarienne, il suffit d'un petit équipement, on pouvait le faire. Je dis, je peux aider, même si je suis déplacé interne. Et malheureusement, c'est là où je vais découvrir le drame qui a complètement changé ma vie, où pour la première fois, je soigne une femme qui avait été violée par beaucoup de gens à la fois, à tour de rôle, et après avoir été violée, ils n'ont pas considéré que c'était suffisant.
C'est déjà très très grave ce qu'ils avaient fait, la violer, mais retourner une arme à feu et tirer au niveau du bassin de l'appareil génital de cette femme, j'étais complètement bouleversé. Je me disais, mais c'est quel malade qui a fait ça? Je l'avais traité de malade. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est à environ 50 000 femmes qui sont traitées depuis 1999. Inimaginable. Ce qui est hors du commun. Donc, quelque chose que je pensais être passagère, aujourd'hui, c'est devenu un travail que je fais tous les jours. Et c'est dommage, puisque le médecin pouvait beaucoup plus s'occuper des bébés et s'occuper des femmes enceintes que de réparer la bêtise humaine. Quand j'ai lu, disons, certaines interventions au moment de la remise du prix Sakharov, des situations que vous décrivez au Congo, je vous avoue, j'ai été bouleversé, puisqu'on ne parle pas seulement de violence contre les femmes, ce qui est déjà assez grave, mais on parle de violence contre des bébés. En effet, je crois que le mal, lorsqu'on les laisse, le mal évolue. Je crois que ce mal, ce n'est pas fait, c'est pas un fait du hasard. Et je crois qu'au Congo, on a laissé faire, et c'est comme devenu un laboratoire. Comment on peut faire le plus du mal en utilisant cette arme? Aujourd'hui, l'hôpital a pu initier un dossier en procès pour 50 bébés de moins de 5 ans violés dans un seul village et violés les 2 dernières années. Sur le plan médical, j'avais cherché une classification pour pouvoir dire qu'est-ce que je soigne, mais sur le plan médical, on n'a pas une classification. La première classification publiée par rapport aux lésions génitales des enfants de moins de 5 ans, c'est nous qui l'avions publié, pour vous dire que c'est un phénomène qui est nouveau, mais en fait un phénomène qui est une suite de toutes ces violences qui sont restées impunies, et les gens croient qu'ils sont permis à faire l'innommable. Mais ça s'arrête où, ces violences? Il faut absolument avoir un état de droit. Monsieur Goerens, à quoi est-ce que vous pensez quand vous entendez ces horreurs décrites par le docteur des scènes quotidiennes au Congo, 50 000 femmes traitées pour des violences sexuelles? Je pense à l'horreur et aussi à l'espoir que peut générer le docteur Mukwege. Je le vois devant nous, je prends Georges Bach à témoin, lorsqu'il s'est adressé au Parlement européen au moment de la remise du prix Sakharov. Même les gens les plus durs, droits dans leurs bottes, capables de résister à toute épreuve, avaient les larmes aux yeux. Tout le monde pleurait dans sa salle. Et pour reprendre un sentiment général des parlementaires européens qui étaient donc dans l'auditoire, pour nous, le docteur Mukwege, travail dans le réel, est aussi un symbole. Un symbole qui génère de l'espoir, disais-je, et qui peut entraîner les autres. Alors, moi, je crois qu'on n'a pas le droit de le laisser seul. Ça ne va pas se limiter au prix Sakharov. Le prix Sakharov est un engagement d'une institution vis-à-vis d'une personne. C'est aussi un engagement vis-à-vis des gens qui sont sous la protection de cette personne et des gens qui ont besoin de la protection de cette personne, en l'occurrence le docteur Mukwege avec sa fondation Panzi. J'ai dit, on ne doit pas s'arrêter au prix Sakharov parce que je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, le docteur Mukwege sera aussi récipiendaire du prix Nobel de la paix. Et je vous dis une chose. Je crois que ces atrocités indescriptibles, inhumaines, c'est un mot bien trop faible pour caractériser cette situation, méritent que tout le monde s'engage pour soutenir le docteur Mukwege dans son combat. Et je suis sûr que lorsqu'on lui remettra le prix Nobel de la paix,
il recevra avec plus de décence que l'actuel récipiendaire du prix Nobel de la littérature, pour dire le... Vous parlez de viol comme arme de destruction, comme arme de guerre. Il s'agit, selon vous, de crimes planifiés. Mais quelle est la finalité de cette stratégie de guerre? Au début, quand j'ai commencé à traiter ces crimes, ces victimes, j'avais du mal à pouvoir... J'avais la même question, je me disais, c'est pas possible, comment quelqu'un peut faire des choses comme ça, qu'il peut faire des tortures de ces genres. Mais en recoupant les données que nous avons dans notre base de données, on s'était rendu compte que ces viols étaient méthodiques, à tel point que vous pouvez identifier les criminels ou les groupes criminels par les types de tortures que les criminels font subir à leurs victimes. Et tous ces viols, ce sont des viols publics, ce sont des viols collectifs, mais qui se font suivre par des tortures. Et par les tortures, vous pouvez absolument saisir, ça c'est la signature de tel groupe. Deuxièmement, ce sont des viols qui sont massifs. On a eu des villages où 200 femmes étaient violées dans une soirée. Vous ne pouvez pas violer 200, 300 femmes dans un village sans qu'il y ait une planification derrière pour le faire. Il faut avoir les hommes pour le faire, il faut choisir le moment, il faut les prendre en embuscade, donc il faut absolument une préparation. Et le fait qu'on impose les maris, on impose les enfants de violer leurs parents, on impose les maris d'assister au viol de leurs épouses et vice-versa, puisque nous avons quand même 1% d'hommes violés et qui subissent les mêmes sévices en présence de leurs enfants, de leurs épouses. Et troisièmement, donc c'est fait de faire participer tout le monde, c'est augmenter le nombre de victimes. Donc il y a la victime première, directe, qui est la femme ou l'homme qui subit le viol, mais toute la famille autour, qui voit, qui assiste à ces scènes innommables, ils sont victimes sur le plan traumatique, de leur mental. Enfin, ce sont des viols qui sont systématiques. Et je viens de dire, les bébés les moins âgés avaient 6 mois et la grand-mère, qui était la plus âgée, elle avait plus de 80 ans. Et je crois qu'une d'ailleurs de ces vieilles mamans, elle a refusé de vivre. Elle a dit, ce que j'ai subi devant mes enfants, surtout mes gendres, puisque pour elle, le gendre, c'est les sonos, on ne peut pas faire ça devant son... Elle a refusé de vivre. Et donc, vous voyez que lorsque c'est méthodique, c'est massif, c'est systématique, on ne peut pas penser que c'est un fait qui est tout simplement correspond à un acte sexuel non consenti. Les mobiles, c'est un mobile beaucoup plus politique, économique, puisque ça entraîne les femmes qui vivent ça, les familles qui vivent ces drames, ils n'attendent pas que ça se répète. Souvent, ils quittent leur village pour aller chercher l'anonymat dans des grands centres qui sont protégés par les soldats de l'ONU, mais malheureusement, ils quittent tout, leur champ, leur élevage, et n'ont pas d'éducation pour travailler en ville, et la suite, vous la comprenez. Et donc, c'est une arme par excellence, avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir donc sur la population au présent, mais aussi pour les générations à venir. Est-ce qu'il y a des auteurs de viols qui sont identifiés individuellement, poursuivis et jugés? Actuellement, sur le plan international, on appelle le Congo
capitale des viols, mais sur le plan international, il n'y a pas un seul Congolais qui a été jugé, condamné pour les crimes de guerre ou crimes contre l'humanité de viol. Et ça, c'est regrettable de la part de la justice internationale. Nous avons l'ancien vice-président congolais qui a été jugé, Jean-Pierre Bemba. Il a été jugé pour des crimes, des viols, crimes de guerre en République centrafricaine. Alors, c'est une contradiction. Le Congo est appelé capitale des viols, il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui répond à la haie, Jean Bosco Ntaganda, mais il n'est pas encore jugé. Donc, il n'y a personne. Et sur le plan national, bien sûr que les petits poissons sont de temps en temps jugés, mais aujourd'hui, avec la résolution 18 Val, normalement, il y a des responsables hiérarchiques qui devraient répondre de ces crimes. Nous attendons. On a eu la promesse du président, malheureusement, son mandat se termine le 20 décembre, de pouvoir créer les cours donc des tribunaux mixtes qui permettraient de juger ces crimes. Nous attendons. Mais un tribunal pénal pour le Congo, ça ne serait pas un luxe. Ça ne vous interpelle pas, M. Goerens, cette impunité d'auteurs de viols et qu'il n'y a pratiquement pas d'auteurs de crimes qui sont jugés, aussi bien sur la scène nationale que sur la scène internationale? Si, ça nous interpelle. D'ailleurs, j'étais parmi ceux qui ont tout fait pour faire aboutir la Cour pénale internationale. On était un mouvement assez large au Parlement européen pour le soutenir. C'était une équipe autour de Bernard Kouchner, avec l'appui de M. Badinter, pour faire avancer le mouvement. On a la Cour pénale internationale, qui était supposée être à la fois répressive et dissuasive. Je crois qu'elle pourrait mieux remplir ces deux fonctions si tout le monde acceptait les verdicts, la logique de cette Cour et aussi tout ce qui doit précéder une saisine. Donc il faut que le pouvoir en place soit absolument irréprochable. Dans ce cas, la Cour pénale internationale n'a qu'un rôle purement figuratif. Mais là où il y a un problème, où il y a de sérieux problèmes, les autorités nationales ne participent pas, ne contribuent pas à faire avancer la justice et à faire en sorte que l'impunité ne reste la règle. Qui plus est, en Afrique, il y a un sentiment, je crois qu'il n'est pas justifié, mais un sentiment qui se répand de plus en plus, c'est que la Cour pénale internationale est une cour qui juge avant tout les Africains. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Gambie, il y a quelques jours, et l'Afrique du Sud ne veulent plus accepter l'autorité de la Cour pénale internationale de La Haye. C'est bien dommage. On ne peut pas s'en arrêter là. Nous avons été conscients de ce problème aussi au Parlement européen et on fait tout, encore une fois, pour persuader les autorités, pour faire avancer les choses. Il y a des mouvements en concurrence, donc les mouvements dégueulasses, indescriptibles, auxquels vient de faire référence le docteur Mukwege, mais il y a aussi des mouvements porteurs d'espoir. D'ailleurs, l'Union africaine, dans sa charte, a consacré le principe de la non-indifférence. C'est avant tout aux Africains de faire avancer cette idée de mettre fin à l'impunité. Encore une fois, nous pouvons accompagner tous ces mouvements. Tout ce qu'on peut résoudre avec une injonction de fonds supplémentaires, je crois qu'on peut le faire, encore que certains États au niveau de l'Union européenne ne sont pas prêts à consacrer tout ce qu'ils avaient promis, déjà il y a 20-30 ans. Néanmoins, on essaye de moraliser un peu la situation. Un dernier exemple, c'est la lutte de l'Union européenne pour mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler les minéraux de conflit. Le Parlement européen est allé plus loin que la Commission. D'ailleurs, le docteur Mukwege est venu devant le Parlement européen pour faire appel à notre responsabilité pour mettre fin à cette histoire insupportable. Et nous avons exigé un maximum de traçabilité pour ce qui est des minerais de conflit, donc leur origine, le commerce, leur destinataire final, la manière dont ils ont été traités, transformés. Donc il y a une chaîne de responsabilité à établir. On l'a fait.
Nous sommes en train, comme il s'agit d'une loi européenne qui est encore en voie de discussion, nous essayons, à travers la délégation du Parlement européen dans le trilogue, à faire avancer cette idée. Nous avons obtenu des résultats et d'étapes assez encourageantes. Je crois d'ailleurs que vous êtes parfaitement au courant de cela. Donc le principe de la traçabilité maximale a été accepté par le Conseil, ce qui n'est pas une mince affaire, s'agissant de l'opposition bien réelle des États membres tout au début du processus. On voulait que ça reste facultatif, ce qui est une histoire à dormir debout. Si on veut mettre fin à ça, il faut que ça soit obligatoire. Là, le Parlement a obtenu gain de cause. Pour formaliser cela, vous n'êtes pas sans savoir que les processus décisionnels au niveau européen ne sont pas des plus faciles. On vient de le voir avec un accord international. Il faut que toutes les composantes donnent leur accord pour que ça devienne réalité. Mais avec l'expérience que j'ai quand même quelques années d'engagement politique sur le dos, je peux vous dire qu'il y a des phases dans les processus décisionnels au niveau européen qui me laissent moins espérer que lorsque je dois décrire le processus de mettre fin à l'impunité d'acheter, de vendre, de traiter des minéraux de conflit. Je crois que là, nous sommes en train de donner une réponse tant soit peu satisfaisante au docteur Mukwege, qui sait que les minéraux de conflit sont à l'origine de l'action qu'il doit mener dans la partie orientale du Congo. Qu'est-ce que vous attendez alors concrètement de cette traçabilité contraignante des minerais? Est-ce que ça pourrait vraiment changer la donne? Je tiens d'abord à féliciter honorable député Laurence pour ces projets, puisque je crois qu'effectivement le Parlement avait pris la position contraire de la Commission, ce qui était déjà une position très très courageuse. Et là, je crois aussi qu'il y avait un fait que nous avions... Il faut que ça soit mentionné par tous nous deux, sinon personne n'en parle. Je crois qu'il y a aussi le fait que cette position avait transcendé les partis politiques, puisque je crois qu'il n'y a pas un seul parti politique qui... c'est ce que j'avais compris. Le fait que ça transcendait les partis politiques, moi j'ai dit vraiment félicitations à tous les parlementaires européens d'avoir pris cette position courageuse qui était déjà contraire à beaucoup d'États, mais aussi de la Commission. Et je crois qu'on est sur une bonne voie, puisque nous croyons que ce qui se passe aujourd'hui, quand j'ai dit 80% de ces minéraux se trouvent, et là nous avons des études, se trouvent au même endroit où nous avons les victimes de violences sexuelles, mais c'est au même endroit aussi où il y a des groupes armés qui se constituent en fait pour pouvoir faire un commerce illicite, mais malheureusement en utilisant le terrorisme sexuel pour faire partir la population locale. Et je crois que s'il y a une traçabilité qui partirait d'abord de la certification, qu'on puisse savoir qui crée ces minéraux, où est-ce que le minerai a été creusé, est-ce que celui qui creuse, il n'est pas un esclave? Est-ce qu'il n'est pas en train de travailler avec une arme sur la tempe? Il y a toutes ces questions-là, des certifications, s'assurer que le minerai, effectivement, est extrait par un artisan qui n'est pas sous pression, qui n'est pas obligé de le faire pour sauver sa vie ou pour faire revenir sa femme qui a été prise en otage, etc. Ou ce ne sont pas des enfants. Et là, je crois, ça c'est la première étape. Mais la deuxième étape, il faut s'assurer que les minéraux quittent le site et arrivent à la fonderie, sans qu'il y ait de contamination par des minéraux, des personnes qui utilisent, qui font l'esclavage sexuel, qui tuent, qui violent, qui utilisent les enfants, etc. Et puis, je crois que là, il y a des progrès du fait que le devoir de diligence a été accepté, c'est une obligation. Nous pensons que la deuxième étape, il faudrait aller plus loin
en fait, là, on est vraiment en amont. Il faudrait qu'en aval aussi, on puisse avoir cette traçabilité. Et je crois que nous sommes sur une bonne voie, à condition qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et là encore, je crois que c'est peut-être l'honorable Gorance qui peut nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque si ces gens-là ne sont pas encadrés en coopérative, ou les encadrer en termes d'entreprises organisées avec des règles, les contrebandes vont continuer. S'il n'y a pas de fonderie et qu'il faut qu'ils traversent pour aller chercher des fonderies dans les pays voisins, qui souvent n'ont même pas ces minéraux, les contrebandes vont continuer. Et donc là, nous réclamons, en plus de cette loi, nous sommes en train de réclamer, j'ai été dans certains pays européens, pour demander à ce qu'il y ait des mesures d'accompagnement, d'encadrement surtout, de tous ces artisans. Puisqu'aujourd'hui, le coltan n'est pas exploité par des entreprises. Donc, au niveau de l'exploitation, ce sont des artisans. Et s'il y a un bon accompagnement de ces processus, je crois que nous sommes sur une bonne voie pour ne pas alimenter les groupes armés. On a un rapport de Global Witness qui montre clairement qu'il y a des gens qui sont sur terrain, venant des pays que je ne vais pas citer, mais ce qu'ils font, ils achètent des armes. Donc on a la preuve, ils achètent des armes aux groupes armés et qui commettent des violences sur la population locale. Et je crois qu'ils payent également l'argent. Et je crois que dans des situations comme ça, il est tout à fait normal qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui peuvent éviter à ce que des situations comme ça puissent continuer. Parmi les exploitants de mines au Congo, il y a aussi des grandes sociétés chinoises. Est-ce que le message est déjà aussi arrivé à Pékin? Je crois que malheureusement, là, vous évoquez une question qui est une question très, très importante. Aujourd'hui, on parle de la globalisation économique, mais malheureusement, on parle très peu de l'universalisme des droits de l'homme. Et je pense que s'il n'y a pas d'éthique dans les affaires, certainement qu'on est en train d'aller vers de grandes difficultés, puisque la Chine aujourd'hui paye toute la technologie, ils ont le moyen financier qu'il faut, ils ont les hommes qu'il faut, et s'il n'y a pas, en plus de ça, l'éthique, ça doit faire peur. Parce que je crois qu'une économie qui ne respecte pas l'homme, qui ne met pas l'homme au centre de ses préoccupations, c'est une économie qui va tout simplement détruire tous les systèmes. Aujourd'hui, nous sommes contents. Les États-Unis ont voté la loi Dodd-Frank 1502. C'est une bonne loi qui permet quand même à ce que les compagnies qui sont au stock exchange américain puissent présenter la traçabilité des minéraux qui sont en train d'utiliser. L'Europe est sur la bonne voie. Je reviens de l'Asie de l'Est, où il y a une petite résistance, par exemple, Japon, Corée, mais vous sentez très bien qu'une fois que ces minéraux arrivent en Chine, c'est presque tout le monde qui perd le contrôle. On ne sait plus. Et là, c'est une peur. Il faudrait absolument... La Chine a commencé à mettre certaines règles, mais ce n'est pas encore suffisant. Si vous me permettez, je m'adresse au public. Je suppose qu'il y a à ce stade peut-être déjà des questions que vous aimeriez bien poser à nos invités. Donc il y a des micros qui sont disponibles. Si jamais il y a des... Voilà, il y a un monsieur. Je remercie d'abord le docteur, mais j'ai des petites préoccupations qui sont grandes aussi. Je réponds au nom de Godefroy Toumboué, pour ceux qui me connaissent. Vous avez parlé
de sujets qui font couler les larmes, pas aux yeux, mais dans le cœur. Étant Congolais du sang, je me sens animé d'un grand sentiment pour vous poser des petites questions qui sont colossales. Dans votre parler, vous avez essayé de montrer la conséquence, selon la question qu'on vous a posée, qui fait que qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix. Vous avez dit qu'il faut un état de droit. Très bien. Mais il serait mieux d'éclaircir, quand vous êtes un état de droit, jusqu'aujourd'hui en Europe on comprend état de droit. Mais état de droit au Congo, c'est comment? Ça, c'est fondamental parce que la compréhension reste pour le niveau européen et la compréhension européenne. Mais si vous ouvrez, vous élargissez pour qu'on puisse savoir un état de droit commence comment et qu'est-ce qu'il faut. Ça, c'est un. Deux. L'élément que vous venez de parler tout de suite, de la provenance de ces, moi j'appelle autrement, de cette immorale sur les femmes. Vous dites, c'est à l'intérieur, mais j'aimerais que vous puissiez dire exactement, est-ce que ce sont les Congolais qui font les mêmes conneries ou ça vient de quelque part, des pays de l'extérieur? J'avais juste ces deux questions-là, parce que ça m'a tourné dans mon cerveau. Je voulais savoir si vous pouvez éclaircir, afin que l'opinion sache. Les Congolais ne sont, depuis, ils n'ont jamais vécu ça, ça n'existe jamais au Congo. Mais ça a commencé à exister il y a une période. Mais qui sont les promoteurs qui ont amené ces habitudes étranges? Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas vraiment si ça vaut la peine que je m'étende sur un état de droit, puisque ça s'est défini soi-même. Et je crois que dans un état de droit, nous, on souhaiterait quand même que les fonctions régaliennes soient assurées. Et pour le moment, comme l'a dit l'honorable Corrance, c'est que ces fonctions régaliennes qui ne sont pas assurées en République démocratique du Congo. On n'a pas la police qui est là supposée protéger, c'est elle qui met en insécurité la population. Si vous êtes Congolais d'origine, comme vous dites, ce qui s'est passé à Kinshasa les 19 et les 20, ça se passerait dans n'importe quel pays du monde, le président démissionnerait. Parce qu'on ne tue pas 50 personnes qui demandent tout simplement à ce que leur constitution soit respectée. Et voilà, donc on peut multiplier les exemples pour vous montrer que, en fait, tout ce que nous avons, en fait, ceux qui doivent assurer ces fonctions régaliennes ne les font pas. Et le fait que ce n'est pas assuré, ça met la population dans un état d'insécurité totale. Pour la deuxième question, vous dites ça, je crois que si vous suivez ce que j'ai pu dire, j'ai travaillé dans cette région 10 ans avant le conflit. Je vous ai très bien dit ici, la première victime que j'avais traitée, je l'avais traitée en 1999. Et à cette époque-là, c'était la deuxième guerre du Congo. Et donc, on a eu la première guerre qu'on avait appelée la guerre de libération par AFDEL. La deuxième guerre, c'était la guerre avec le RCD. Et c'est à cette époque-là que j'ai soigné la première victime de violences sexuelles.
Le phénomène a continué, mais à cette époque-là, vous savez, on était sous occupation. Et donc, vous n'allez pas me poser la question, qui était là? Si vous connaissez l'histoire du Congo, vous savez qui était là. Et aujourd'hui, je dois vous dire, les choses ont beaucoup évolué, puisque aujourd'hui, malheureusement, des enfants qui ont subi des lavages de cerveau, et c'est là où j'ai dit, s'il n'y a pas de justice, malheureusement, cette situation va continuer, puisque les enfants qui ont subi des lavages de cerveau dans tous ces mouvements, que j'appelle les mêmes, puisque AFDEL, RCD, CNDP, M23, je vis que même M23 va revenir, je vis l'air communiqué, nous, ça ne nous étonne plus. Mais tous ces enfants-là qui subissent le lavage des cerveaux, par les mêmes qui les détruisent pour qu'ils viennent détruire le tissu social au Congo, les commanditaires devraient répondre de ces actes. Et aujourd'hui, la communauté internationale est silencieuse, la communauté nationale, n'en parlons pas. Et tout le problème, ce n'est pas puisqu'on ne connaît pas. Le haut-commissaire aux droits humains a inventorié 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, le haut-commissaire aux droits humains des Nations Unies. Ces rapports est aujourd'hui dans un tiroir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je crois qu'il faut que la justice soit dite au Congo. Si on ne peut pas dire le droit au Congo, je crois que la violence va continuer. Et on peut continuer à spéculer, mais tout le monde connaît l'histoire de cette violence. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose au propos tenu par Dr Mukwege à propos de votre question. L'état de droit, pour le promouvoir, il faut que l'État congolais soit d'accord. Or, l'État congolais était d'accord il y a une douzaine d'années pour le faire. C'est ce qui s'appelle le mouvement de transition vers la démocratie. Le Congo s'est doté d'une constitution qui n'a rien à envier aux nôtres. Tous les principes humanistes sont inscrits dans cette constitution. Il suffit de la respecter. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut rien faire sans l'assentiment de notre partenaire. Et ici, en l'occurrence, ça a été le cas au début. Le Congo et la communauté internationale ont fait le choix ensemble pour s'avancer vers l'état de droit. Si aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un président qui colle au pouvoir. Il faut appeler un chat un chat. Il se faufile derrière des prétextes comme quoi il faudrait mettre en place des fichiers. Reinders l'a dit l'autre jour, à la chaîne La Première en Belgique. Tous les experts s'accordent à dire que les fichiers électoraux pourraient être terminés encore cette année. Donc, ce à quoi on assiste maintenant, c'est l'absence de volonté de remplir les promesses faites dans le cadre des tout débuts de la transition du Congo vers la démocratie. Donc on pourrait avancer plus vite si l'autre partie était d'accord. Deuxième question. Je ne sais pas comment utiliser. Merci. Je peux parler de deux façons. Premièrement, comme président de ACOLUX, Association des Congolais ici au Luxembourg, pour remercier que vous avez choisi notre ville pour que le docteur Mukwege puisse venir expliquer à la communauté luxembourgeoise et à la communauté internationale ce qui se passe chez nous. Et en deuxième lieu, comme Mobikai, je voulais demander deux choses. Il y a le docteur Mukwege a parlé, je ne sais pas, de la diaspora. Je ne sais pas si quelle attente il a de la diaspora congolaise. Et puis l'attente de l'honorable député Gorenz
qu'est-ce qu'on peut donner comme appui à ce que tous nous pouvons suivre? Parce que ce qu'il fait, c'est déjà trop chez nous. Mais nous, ici, nous n'avons pas vraiment les répercussions que nous attendons ici en Europe. Seulement ceux qui le suivent, ils connaissent son travail, la dévotion et ce qu'il fait. Mais je ne sais pas, en tant que vous, comme député européen, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Parce que lui, il a demandé, je crois, je ne sais pas s'il a demandé l'appui de la diaspora et quelle attente il a de la diaspora pour qu'il puisse faire avancer les choses chez nous. Est-ce que c'est seulement sur le plan médical? Est-ce qu'il veut qu'il y a autre chose de plus? Alors je demanderai, je ne veux pas lui mettre dans un compromis où il n'est pas venu ici pour nous parler, puisqu'il devait nous parler de son livre. Et moi, je ne l'ai pas encore lu. J'espère que je le lirai. J'ai tout vu. Moi, j'étais à Strasbourg, j'ai vu tous les films, mais le livre, je ne l'ai pas encore lu. Alors, je ne sais pas, je veux m'arrêter là, s'il vous plaît. Merci. Vous vous rappelez que le 19 janvier 2015, ce qui s'était passé à Kinshasa, on a coupé tous les signaux. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, la possibilité même à la population de communiquer était très difficile, de savoir ce qui s'est passé. Quand moi je dis que vous, de la diaspora, vous avez une responsabilité, je ne vais pas, comme l'a dit l'honorable Gorance, vous jeter et dire que c'est la responsabilité seulement des Congolais de changer les choses. Je crois que les choses au Congo peuvent changer si nous tous nous mettons la main à la pâte, chacun sa responsabilité. Et vous, ici, vous avez cette chance, vous avez la liberté d'expression. Nous, on ne l'a pas là. Vous connaissez combien de jeunes à Kinshasa, aujourd'hui ou dans les autres provinces, croupissent en prison, parce que tout simplement, ils ont dit, nous avons un contrat social qui est la Constitution, cette Constitution doit être respectée. Ils sont en prison pour avoir dit ça. Bon, il y en a qui ont perdu la vie. Donc vous avez la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous faites de cette liberté d'expression? Vous avez la possibilité de communiquer avec ceux qui sont au pays, leur donner l'information. Puisque nous avons des radios ou la télévision, vous savez très bien que beaucoup de médias, par exemple, qui peuvent dire le contraire de ce qui se passe, sont muselés. Mais vous pouvez utiliser le moyen de communication aujourd'hui que vous avez pour pouvoir donner l'information. Puisque les gens ne peuvent réagir que lorsqu'ils ont l'éducation et l'information. Lorsqu'il manque cette information, on peut leur reprocher de ne pas agir, mais ils ne vont pas agir sans être informés. Vous pouvez aujourd'hui aller à Kinshasa, vous discuter avec des gens qui ont une instruction et vous parlez de la question des minerais de conflit. Beaucoup vont vous dire qu'ils n'ont jamais entendu parler. Pourquoi? Puisque cette question-là n'est pas distribuée pour que les gens comprennent de quoi nous souffrons. La souffrance du Congo, c'est malheureusement ses ressources naturelles. Mais on cherche parfois la cause ailleurs. Mais vous qui connaissez, si vous informez, les gens peuvent peut-être commencer à s'organiser localement pour rendre ces minéraux plus propres et comprendre en fait qu'ils sont en train de travailler comme esclaves pour enrichir une catégorie de personnes, mais cette catégorie de personnes les écrase. Donc vous avez un rôle important. Avant de demander aux autres de nous aider, utilisons tout ce que nous avons comme ressources. Et moi, je pense que la diaspora aujourd'hui, avec la liberté de l'expression que vous avez, avec le petit moyen
vous faites vivre les familles au Congo. Un Congolais qui travaille ici, son salaire peut être 25%, paye les soins médicaux, paye l'éducation, paye toutes ces dépenses au Congo. Quand vous envoyez 100 €, envoyez aussi un message. Ça peut changer. Bonsoir. Question? Ah, bah, Je n'ai pas de micro, mais j'ai une bonne voix. oui. Allez-y. Quand j'étais jeune, j'entendais qu'au Congo, on ramassait des diamants dans la rue. C'est bien vrai, peut-être. Mais des diamants ramassés dans la rue, s'ils n'ont pas d'acheteur, c'est des cailloux. Et quelque part, j'ai un sentiment bizarre que, puisque l'acheteur, c'est celui qui a de l'argent, et que celui qui a de l'argent se trouve en Occident, et que vous venez quelque part demander une solution ou une aide à une solution à l'Occident, qui en fin de compte est celui qui achète, directement ou indirectement, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Ceci dit, je ne mets pas en veille la responsabilité des Africains, que ce soit de la petite diaspora qui est ici, ou des villageois, ou des hommes qui ont plus de pouvoir. Le travail donc doit se faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant de la traçabilité, des deux côtés. Mais il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Parce que si on accuse les violeurs qui sont payés, qui probablement sont aussi à un certain niveau aussi des esclaves, qui sont payés de cet argent qui vient d'ailleurs, si on les accuse de violeurs, alors que c'est un travail peut-être, un violer d'un village, ça doit pas être aussi une partie de plaisir. Alors il faudrait aussi nommer des violeurs ceux qui payent pour qu'on viole. Donc tant qu'on n'a pas assumé sa responsabilité, accusé de part et d'autre des choses, c'est de l'exhibitionnisme simple et clair. Je ne vois pas pourquoi on doit parler de ça si on ne parle pas de la solution au même titre et que le pardon et l'excuse ne se fassent de part et d'autre. Ceci est mon avis tout à fait personnel et humble. Je m'arrête. Je pense, madame, qu'il ne faut pas confondre les rôles. J'avais très bien dit ici que si la justice nationale ne peut pas faire la lumière, parce que je crois que quelqu'un, tant qu'on n'a pas de preuves de ce qu'il a fait, il est présumé coupable. Et il n'y a que la justice qui peut éclairer avec des preuves qui convainquent les juges de la culpabilité de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des présumés violeurs. Et ils ne sont pas seulement, on ne peut pas dire seulement, on peut même aller plus loin, puisque je parlais de la résolution 1820 qui dit qu'il ne doit plus y avoir dans les crimes de viol, donc le non-lieu, il faut absolument que les chefs, les responsables hiérarchiques puissent répondre. Et je crois dans la jurisprudence, Bemba a été condamné, pas puisqu'il avait violé. Il a été condamné puisque ces hommes ont violé. Et donc cette jurisprudence qui s'est appliquée à Bemba peut s'appliquer à beaucoup de responsables au niveau du Congo, même de la région, qui ont la responsabilité dans le viol et la destruction qui s'est faite au Congo. Mais pour que ça puisse avoir lieu, il faut la volonté politique. Et cette volonté politique, c'est ça qui manque au niveau régional et au niveau international. Et donc, moi, je crois que ce que vous dites, c'est vrai. Nous pouvons spéculer, nous pouvons passer notre soirée à discuter, mais tant qu'il n'y a pas des juges qui sont établis et qui doivent apporter la lumière pour examiner les éléments de preuve en charge des différentes personnes,
c'est vrai que ça peut ressembler à une soirée où on discute et puis on n'aura pas de solution. Mais la grande question que nous, on se pose, pourquoi il n'y a pas un tribunal pénal pour le Congo après 6 millions de morts qu'on dit 500 000, on parle de 500 000 violés, il n'y a pas un tribunal pénal pour le Congo. Je crois que c'est ça la question qui est forte. Et tant qu'il n'y aura pas une juridiction qui peut apporter la lumière, on va continuer à dire, ben moi j'achète, moi j'ai vendu, mais le grand problème, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un tribunal. La deuxième chose par rapport à votre intervention, moi je ne crois pas que les affaires, on va continuer à penser qu'on peut continuer à faire les affaires sans éthique. On voit là où ça peut nous amener. Même des pays comme les vôtres, où vous êtes en sécurité, malheureusement, si il y a tous les coltans du Congo qui viennent en Europe, rassurez-vous, les Congolais vont suivre ces coltans. Ça va les sauver. La meilleure façon de stabiliser les Congolais chez lui, c'est permettre à ce que les Congolais, quand il a crisé, Luxembourg crée une fonderie qui donne de l'emploi à 100 Congolais. Au lieu qu'ils viennent déranger à Luxembourg, ils gagnent $500 par mois au Congo. Et tout le monde est content. C'est ça que moi j'appelle l'éthique dans les affaires. Et c'est ça qui va sauver notre humanité. Sinon, la pression va être tellement grande que nous allons seulement donner la place aux extrêmes. Et on sait quand l'extrême pousse, le résultat c'est quoi? L'éthique dans les affaires peut nous sauver dans la situation actuelle où nous sommes. Merci. Oui, j'applaudis aussi les deux mains de ce que vient de répondre le docteur Mukwege à votre question. Je suis sur un point en désaccord avec vous. Vous avez introduit vos propos en disant « quand j'étais jeune ». Pourquoi recourir au passé quand le présent est de mise? Oui, bonsoir. Je m'appelle Mouté Dounia. Je suis... on me regarde du coup. Donc, je suis un membre d'une association ici à Luxembourg qui s'appelle l'ICABA. Et je suis d'origine congolaise, d'où ma présence, enfin, une certaine sensibilité quant au thème de ce soir. Et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous venez de soulever un point qui me paraît essentiel, donc l'éthique dans les affaires, parce que on a tendance en ce moment, en plus en cette période électorale, entre guillemets, à pointer le pouvoir comme étant la source de tous les maux. Donc aujourd'hui, c'est Kabila, Kabila doit partir, tous les Congolais n'ont que ça à la bouche. Ce sont les élections qui doivent être organisées, comme si les élections allaient tout d'un coup donner, allaient tout d'un coup lancer le développement, l'état de droit au Congo. On a tendance à oublier que ce processus électoral a commencé avec ce même Kabila. Ce Kabila est arrivé au pouvoir non pas par les élections, il a succédé à son père, il est arrivé en treillis militaire, ceux qui s'en souviennent, enfin les Congolais peuvent s'en souvenir, et il a été très vite accueilli dans toutes les chancelleries européennes et en Occident. On a, comment dire, on lui a donné un cahier de charges, il a organisé, avec l'aide de la communauté internationale, ou sous la pression de la communauté internationale, les premières élections, et ainsi de suite. Moi, ce que je veux dire, et ce sur quoi je veux apporter l'attention, c'est que comment se fait-il qu'un homme qui a été à un moment donné quelque part adoubé, à qui on a fait confiance à un moment donné, alors que déjà les Congolais ne lui faisaient pas confiance, aujourd'hui on se réveille comme si on découvre que l'homme
Et Kabila, quels sont ces hommes en fait? Parce que Kabila n'est pas seul, c'est tout un système qu'on a placé au pouvoir. Quelle est la question? Non, non, je voulais juste profiter de la présence de Dr Mukwege et de certains Congolais ici pour dire que, voilà, aujourd'hui nous sommes en recherche d'hommes providentiels, d'hommes de valeur, d'hommes qui peuvent apporter une once d'espoir à ce pays. Honnêtement, tous les noms qui circulent, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition, ce sont tous des gens qui font partie du système. Et moi, je dis aujourd'hui, voilà, je profite de cette occasion qui m'est donnée, Dr Mukwege, pour vous dire que beaucoup de Congolais, de jeunes Congolais, voient en vous quelqu'un qui porte en lui l'espoir. L'espoir. Alors, je sais que, voilà, vous êtes médecin, vous êtes probablement pas, vous êtes probablement apolitique. Ce n'était peut-être pas quelque chose que vous envisagez de faire, mais en tout cas, si jamais l'idée vous vient, sachez que, en tout cas, l'image et tout votre combat sont vraiment un modèle pour nous, un modèle pour les générations futures. Donc voilà, et je veux dire, je me permets, de la part de toute la communauté congolaise, on veut vous dire un grand merci pour tout votre combat, tout ce que vous faites, et que vous puissiez continuer ainsi. Est-ce que vous planifiez de mener votre combat sur une autre scène? Non, je crois qu'il y a vraiment une précision qu'il faut faire. D'abord, moi, je vous ai dit, la diaspora a un travail à faire, la jeunesse a un travail à faire, et je crois que la jeunesse congolaise est en train de prendre conscience que son avenir est entre ses mains et qu'il faut absolument que cette jeunesse puisse travailler pour cet avenir. Et l'approche que moi, qui me paraît tout à fait l'approche normale, c'est que la paix au Congo va se construire de la base vers le sommet. Alors que, comme vous avez dit, on attend une personne providentielle, mais je crois que si nous avons une jeunesse qui prend conscience que la corruption, c'est un cancer, qui prend la conscience que l'intégrité, c'est une valeur, qui prend conscience que le travail anoblit, je crois que le changement va s'imposer de la base vers le sommet. On n'a plus besoin que quelqu'un vienne nous dire toujours « c'est moi qui dois vous diriger ». De quel droit, moi, Mukwege, je vais vous diriger? Mais vous avez la capacité d'avoir un profil, d'avoir des valeurs. Et ces valeurs, vous faites passer vos candidats dans cet ami des valeurs et savoir qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. Aujourd'hui, les combats que moi je mène, ce n'est pas un combat pour le pouvoir, c'est un combat pour la liberté. De jeunes qui sont ici, peut-être, ils ne peuvent pas comprendre, manquer sa liberté, à quel point ça vous étouffe sur tous les plans. Que vous ayez des initiatives ou pas, si vous n'avez pas la liberté, vous ne savez pas avancer. Je me bats pour la justice, on en a discuté. On peut spéculer, mais tant qu'il n'y a pas la justice, il y a l'impunité, ça veut dire que le mal va continuer, puisque ceux qui commettent le mal ont le sentiment que le mal, c'est tout à fait normal, l'autre a fait, moi aussi j'ai fait, et j'ai vu au début le viol des adultes, aujourd'hui je suis au viol des bébés, et je ne sais pas ce que je vais voir, j'espère que Dieu va vraiment me protéger de ne pas voir pire que ce que je vis déjà. La justice. Et les femmes me disent toujours, docteur, on n'a pas besoin des haricots et des riz que vous nous donnez ici à l'hôpital. Nous avons besoin de la paix, puisque nous-mêmes, nous pouvons produire les haricots, nous pouvons produire les riz, nous pouvons travailler pour nous-mêmes et éduquer nos enfants. Donc, avec la paix, on peut faire un développement durable.
Et lorsque vous avez un développement durable, à ce moment-là, vous pouvez entrer dans le processus de gagner cette dignité perdue. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tout le monde. C'est puisque la dignité, nous l'avons perdue. Et moi, je crois que c'est ça mon combat. La liberté, la justice, la paix qui entraîne le développement durable et la dignité d'un peuple. Et ça, je crois, ce n'est pas au sommet qu'il faut le faire. Il faut le faire à la base. Merci. Je crois, M. Mukwege, que votre modestie n'est pas justifiée. Si j'ai bien compris la question ou la suggestion, ce monsieur voulait vous dire « engagez-vous dans le combat politique » et je crois qu'il a parfaitement raison. Bonsoir. Encore une question? Oui. Bonsoir. Mon nom est Emmanuel Chimimana et je suis d'origine rwandaise. Et tout d'abord, je voudrais vous remercier, M. Mukwege, parce que ce soir, j'ai l'opportunité d'accomplir un rêve, et c'était celui de vous rencontrer. Et parce que vous êtes mon plus grand héros. Et ensuite, je voudrais remercier le Luxembourg et de pouvoir mettre ces choses en place, justement, pour que les jeunes d'Afrique qui ont migré ici en Europe puissent prendre conscience des problèmes qui se passent dans leur pays d'origine. Et merci à vous de mettre ça en place. Et merci aussi à Son Altesse Royale pour l'amour qu'elle porte à l'humanité. Et parce que je sais que ce n'est pas dans cette action-là qu'elle agit seulement, mais dans d'autres actions aussi. Alors merci. Ensuite, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire justement. Et c'était justement la question et ce que je voulais mettre en avant. C'est que là, depuis tout à l'heure, on a parlé d'impacter et d'investir le fond dans le haut de la pyramide. Mais on a peu parlé justement du bas de la pyramide, qui est le peuple. Et parce que je pense que là, ce soir, on est en train de prendre une prise de conscience sur beaucoup de choses. Mais le problème reste justement la prise de conscience des personnes sur le terrain. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas conscient des choses qu'on est capable d'accomplir jusqu'à ce qu'on voit l'engouement et le mouvement qui est mis en place. Donc ma question, c'est qui va dire aux gens sur place ce qui est en train de se passer ici? Qui va dire aux gens sur place que ce soir, il y a 300 personnes qui sont là pour eux, justement, pour leur dire qu'on se bat pour eux et qu'on a espoir? Parce que j'imagine que là-bas, sur place, ils ont perdu tout espoir. Parce que justement, on a parlé du problème de communication des médias. Et ici, on a la chance et l'opportunité que, même si les médias de l'Occident musellent justement ce qui se passe au Congo, on a cette opportunité de prendre l'information grâce à Internet. Grâce à Internet et de le partager. Alors, ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait alors pour le bas de la pyramide? Justement pour donner du pouvoir aux ces gens du bas de la pyramide, parce que je suis convaincu qu'en fait, le vrai changement ne viendra pas du haut, parce que la structure qui est mise en place est difficile justement à bouger, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes en train d'essayer de le faire, mais que la structure doit être bougée d'en bas justement. Alors quels outils sont mis en place justement pour aider au niveau de la communication, au niveau du bas de la pyramide, pour leur faire prendre conscience qu'il y a de l'espoir et qu'ils sont capables d'amener un certain changement? En plus de ça, ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que nous, en tant que jeunes ici, en Occident, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire encore plus, faire grandir le message, impacter plus, justement? Parce que on a l'impression qu'on est impuissant face à ce genre de choses. Par exemple, moi, avec les outils que j'ai, maintenant c'est Internet, les réseaux sociaux. Par exemple, ce soir ou demain, je vais poster que j'étais ici et je vais passer un message.
Et aussi, je vous demanderai bien si à la fin de ce soir, je pourrais prendre une photo avec vous aussi. Avec son Altesse Royale aussi, si elle le veut bien. Pour encore plus impacter le message, parce que c'est l'outil que j'ai actuellement. Donc voici mes 2 questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois que peut-être que vous n'avez pas très bien compris ce que j'avais dit au départ. Parce que j'avais dit que votre présence ici, vous êtes de la diaspora rwandaise, mais la région des Grands Lacs a des gros problèmes. Et je pense que vous avez un message à donner. Et ces messages-là, vous pouvez les donner. C'est vrai que ce que vous allez poster sur Internet, peut-être au Rwanda, ils ont une vitesse acceptable, mais au Congo, un étudiant qui va sur Internet, il paye $1 pour 30 minutes. Et le temps d'ouvrir, donc le $1 est déjà dépensé. Mais je crois que ceci étant, aujourd'hui avec la technologie, vous avez maintenant des WhatsApp, vous avez, je ne sais pas, vous avez plusieurs choses que vous pouvez utiliser. Et moi je pense que la paix, quel que soit votre pays, la paix, c'est en fait le capital le plus important. Puisqu'on peut voir à quel point tout peut partir en fumée en une soirée. Et je crois que si la jeunesse, vous pouvez encourager à ce que nos dirigeants puissent comprendre qu'on dirige un peuple pour son bien et pas pour seulement le bien de ceux qui dirigent. Parce que lorsque ça s'inverse comme ça, c'est là où nous tombons dans ce que nous vivons. Le Congo n'est pas pauvre. J'ai parlé avec des Congolais, je leur ai dit, aujourd'hui nous avons la guerre du coltan. Madame a parlé du diamant. Mais on va avoir demain la guerre du cobalt. C'est prévisible. Nous sommes le premier producteur mondial, au moins en 2014. Bon, voilà. Avec tous les programmes de voitures propres, les batteries à lithium utilisent le cobalt. Alors, si nos dirigeants vont penser que, encore une fois, il y a une opportunité au Congo, donc on va faire ce business de cobalt sans la population, eh bien, il y aura toujours des prédateurs qui vont créer des troubles pour contrôler ces marchés. Et malheureusement, si on parle de l'histoire du Congo, vous verrez que toutes les opportunités ont servi le monde entier, sauf le Congo. Sauf le Congo. Et donc, il est très très important que vous qui avez l'information, vous puissiez partager cette information. Je ne vois pas, moi, un développement. Je viens de dire, si le coltan vient ici, sans les Congolais vont le suivre. Donc, dans la globalisation, réfléchissons beaucoup plus large, réfléchissons plus grand, en se disant, quel est mon rôle, quel est le rôle que je joue pour permettre à ce que cette paix durable puisse être là. Et je crois qu'aujourd'hui, si le Congo se déstabilise encore, je crois que toute la région des Grands Lacs n'est pas en sécurité. Et faisons en sorte que, quand même, ça ne soit pas une région de génocide, tout simplement, de viol, de destruction, que ça soit une région où on peut aussi s'épanouir. Pourquoi pas? Et je crois que ça, c'est une responsabilité. Je crois que vous avez aujourd'hui la chance, vous comme jeunes, de véhiculer un message de paix, un message, donner un message, la possibilité à la jeunesse de pouvoir se construire dans l'espoir en disant « nous pouvons », puisque vous pouvez. Quand je vous vois ici, je vois que vous pouvez. Mais il faut utiliser ces pouvoirs. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Mélissa et je suis
zambienne rwandaise. Et je voulais reprendre ce qu'il a dit. Il a bien expliqué que... Enfin, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus ici pour représenter le Congo, mais il n'y a pas que les Congolais qui sont atteints, qui sont touchés par ces drames. Et moi, je suis là en tant que femme, parce que c'est quelque chose qui m'a touchée en tant que femme, de voir autant de femmes se faire mutiler pour je ne sais quoi. Et ma question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire, mis à part la communication et tout ça, mais c'est ce que nous, on peut faire pour aussi apaiser ces femmes-là, ces villages. Si on peut venir sur place, je ne suis pas médecin, mais avec ce que je peux, avec ce que j'ai, est-ce que je peux venir donner un coup de main? Est-ce qu'il faut juste donner de l'argent? Mais je veux participer pour le bien de ces femmes qui sont là-bas. Voilà. Ce que je fais à l'hôpital, je traite les conséquences. Et je traite les conséquences, je crois que j'avais décrit ici, que nous avons l'aspect médical qui nécessite beaucoup de moyens, puisque nous utilisons pratiquement les mêmes médicaments, les mêmes instruments que ceux que vous utilisez ici. On ne fabrique pas tous ces produits-là au Congo, donc il faut les avoir quelque part. Ça a un coût, et ces coûts doivent être couverts. Aujourd'hui, nous sommes en train de former des psychologues cliniciens, puisqu'on n'était pas préparé à ces drames. Non seulement on n'était pas préparé, mais également, on se rend compte que lorsqu'on nous apporte les méthodes cognitives, par exemple, parfois les femmes ne savent pas de quoi vous êtes en train de parler. Mais est-ce qu'on n'avait pas de trauma dans nos sociétés? Certainement. Est-ce qu'il n'y avait pas de méthode de soigner ces traumas? Certainement. Et par exemple, avec un ami canadien, on a discuté et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une étude sur la musicothérapie où on demande aux femmes de rédiger leurs propres textes en sortant ce qui est dans leur tête. Elles mettent ça sur un papier, elles chantent, on leur compose, on leur met des notes pour que ça puisse être une musique. Elles écoutent, elles répètent, et les premières expériences montrent que ces femmes qui arrivent à entrer dans ces programmes de musicothérapie, leur changement, leur guérison, nous avons donc des paramètres que nous suivons pour pouvoir évaluer l'évolution. On se rend compte que, en fait, la musicothérapie donne à ces femmes africaines un sens, donc la possibilité de guérison qui est beaucoup plus rapide que jusqu'ici les techniques occidentales que nous avions utilisées et que les femmes parfois ne comprenaient pas ce qu'elles étaient en train de faire. Et je crois que vous pouvez, peut-être vous êtes dans ces domaines, vous pouvez proposer des recherches, vous pouvez proposer des méthodes, vous pouvez observer, essayer de comprendre, puisque quand un drame arrive, souvent on se sent désemparé. Mais l'homme a toujours la capacité de pouvoir répondre à des tragédies. Mais il faut avoir des gens qui font la recherche. Nous évitons de faire des méthodes, tester 1000 méthodes qui correspondent toutes à des essais. Nous voulons faire des essais cliniques. Et là, il faut des personnes qui ont des compétences. Notre troisième pilier, je l'ai dit, c'est les piliers socio-économiques. Lorsque nous envoyons des enfants, des filles qui ont moins de 18 ans, nous les envoyons à l'école. Ça implique des frais. Lorsque celles qui sont plus âgées et que nous mettons dans des programmes d'activités génératrices de revenus ou de microcrédits, ça nécessite des moyens. Et enfin, malheureusement, lorsqu'elles doivent aller en justice et qu'elles sont suffisamment fortes pour confronter leurs bourreaux et qu'elles viennent nous voir pour demander à ce que nous les accompagnons, nous avons des avocats qui font des dossiers, qui accompagnent ces victimes devant les cours et tribunaux. Et malheureusement, c'est nous qui payons les frais de justice, c'est nous qui payons ces avocats pour les accompagner. Ça ne devrait pas être notre travail,
Mais nous pensons que c'est la seule façon, lorsque ces femmes passent par ce processus, nous trouvons qu'elles deviennent fortes dans leur communauté et donc on ne néglige pas un aspect. Et je pense que sur le plan juridique, par exemple, je suis en contact avec certains juristes belges que je souhaite que vraiment ils puissent défendre, par exemple, ces bébés. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un projet, en fait, un procès bidon ou une parodie de justice. Il faut absolument que nous puissions arriver à un résultat. Quand on viole un bébé, c'est très difficile de ne pas dire qu'on ne peut pas fournir de preuves, puisque là, ce sont des bébés qui nous arrivent dans un état déplorable. Donc, nous avons des photos, nous faisons des prélèvements, mais il faut absolument que nous ayons des avocats capables d'organiser la preuve pour que, devant le juge, ça ne puisse pas être, en fait, un non-lieu. Donc, voilà, tous ces aspects-là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez voir quelles sont vos compétences. Vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez intervenir pour soutenir ces femmes. Et je crois que je vous invite tout simplement, enfin, de joindre votre voix. Si vous n'avez pas de tout ça, vous n'avez aucune compétence, vous n'avez aucun moyen, mais au moins, soyez leur mégaphone et dites que vous savez ce qui se passe, dénoncez-les, criez fort, et ces femmes seront contentes que vous puissiez joindre votre voix à la leur. Merci. Je crois que c'est un beau message d'espoir pour clôturer aussi ce débat, si vous le permettez. J'aurais encore une dernière question. En préparant ce débat, je suis tombé sur le calendrier des fêtes au Congo. Il existe entre autres un jour des martyrs du travail, du parti, des pêcheurs, des parents et de la jeunesse. À quand un jour de fête consacré aux femmes? Merci. Merci beaucoup pour cette soirée et le temps que vous avez pris de partager vos expériences avec nous. Et ça vaut aussi pour M. Goerens. Merci. Que nous avons suivi votre exposé et écouté vos témoignages. Pour nous autres, il est très difficile de concevoir l'énormité de ces atrocités et sévices subis par ces dizaines de milliers de femmes, de jeunes filles et de bébés. Vous vous appliquez à réparer leur corps avec beaucoup d'abnégation et un engagement sans faille. Espérons aussi que les blessures psychiques de ces mutilés et violentés puissent guérir avec le temps. Je tiens à vous remercier très chaleureusement au nom du Bureau d'information du Parlement européen et du Conseil national des femmes du Luxembourg de votre présence auprès de nous ce soir. Et je vous souhaite beaucoup de courage et de ténacité pour le futur. Altesse royale, Mesdames, Messieurs, par votre présence ici ce soir parmi nous, vous soulignez la gravité du sujet et le rôle admirable et exemplaire du Dr Denis Mukwege. Un grand merci à vous, Madame, pour votre disponibilité d'aujourd'hui et pour avoir reçu le Dr Mukwege au Palais Grand-Ducal. Nous avons été accueillis pendant toute cette journée par de nombreux supporters à la cause du Dr Mukwege. Un grand merci à M. Marsti Bartolomeo, président de la Chambre des députés, à Mme Lydie Polfa, bourgmestre de la ville de Luxembourg, à M. Xavier Bettel, Premier ministre. Merci à M. Christophe Schröder et à Mme Marie-Thérèse Klopp du Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg, ainsi qu'à Mme Annick Raskin du Conseil national des femmes du Luxembourg pour l'organisation de cette journée.
Merci. Le mal du Congo, c'est Kabila soutenu aveuglément par l'Occident américain et européen. Il ne faut pas oublier que le Congo c'était un pays occupé. Vous ne pouvez même pas dire ça, docteur. Si ça continue comme ça, vous allez toujours continuer à réparer les femmes au Congo. Le mal du Congo, c'est Kabila soutenu par l'Occident européen et américain. Regardez la tragédie qui est venue au Congo le 19 et le 20 septembre. L'Europe n'a pas la même un mot. Même l'Amérique. Des milliers de morts. À Kinshasa, à Matadi, à Kisangani, à Bukavu. Vous n'avez pas besoin de crier, en fait. On vous entend très bien. Et le message, il passe. Merci. Merci.